Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui sera consacré aujourd'hui au cyclé d'une équipe qui gagne, sur laquelle nous allons passer une petite trentaine de minutes ensemble. Alors si vous voulez développer des équipes performantes et autonomes, eh bien vous êtes au bon endroit. Moi je suis Jimmy Beto, j'améliore la qualité de vie des dirigeants en les formant sur l'entreprise et son développement pérenne, et je le fais à travers des formations et des accompagnements individuels ou collectifs. Et vous ferez appel à mes services si vous voulez vous libérer du temps, améliorer vos revenus et développer des équipes performantes. Et c'est justement le sujet du webinaire aujourd'hui, puisque je vais vous présenter un outil simplissime, mais redoutablement efficace. Et vous pourrez voir comment l'appliquer, soit à votre équipe en entreprise, mais aussi, c'est un concept qui fonctionne pour redynamiser un club sportif, pour redynamiser une association. Il est souvent difficile de trouver des bénévoles dans les associations. Eh bien, vous pouvez voir comment les cyclés qu'on va voir aujourd'hui peuvent vous aider à redynamiser ces associations. Ça fonctionne aussi sur des partenaires, voilà, un groupe, un collectif que vous pourriez vouloir monter pour conduire un projet, partenaire ou associé, ça peut fonctionner aussi. Alors, c'est une approche qu'on a utilisée auprès de milliers d'entreprises, qu'on continue à utiliser avec succès. Et quand on discute, quand on parle avec des dirigeants, eh bien, ils sont souvent confrontés aux mêmes surprises ou aux mêmes déconvenues face au management et face au développement des équipes en entreprise. Et en fait, en management, quand on manque un seul élément, eh bien, on peut vite voir l'équipe partir en conflit, en démotivation ou en contre-performance, voire même partir d'ailleurs tout simplement. Alors, pour éviter cet écueil, eh bien, nous allons parcourir ensemble les cyclés qu'il faut prendre en compte pour pouvoir développer une équipe performante. Alors, on va partager le début de la présentation. Voilà. Donc les cyclés d'une équipe qui gagne, voyez comment les appliquer à votre entreprise. Je vous garantis que ça fonctionne. Nous allons passer une trentaine de minutes pour justement et bien optimiser votre équipe. Alors j'espère que vous aurez les informations que vous souhaitez, mais c'est aussi à vous de venir chercher l'information dont vous avez besoin. Donc il y a à votre disposition une rubrique questions et réponses sur le webinaire. Vous pouvez poser vos questions et je ferai en sorte d'y répondre. Alors soit directement au moment où vous avez posé la question et au moment où je la lis, soit en fin de webinaire selon le thème que vous abordez. Donc, venez prendre l'information, venez chercher l'information, posez vos questions en chat pour ceux qui sont connectés et faire en sorte de rendre votre temps et votre participation la plus productive possible. Alors, car justement, aujourd'hui, le sujet constitue un excellent support de discussion sur la performance. Vous connaissez le proverbe qui dit seul on va plus loin, seul on va plus vite. Voilà, et ensemble on va plus loin. C'est un proverbe africain, seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Et donc toute l'idée de la constitution d'une équipe est là, et nous envisagerons la performance de l'équipe sous cet angle-là, c'est-à-dire aussi sous celui de la pérennité et de la viabilité. Alors dans cette perspective, nous prendrons comme hypothèse de départ que l'équipe a une finalité, et cette finalité, c'est de permettre à chacun de faire mieux que s'il restait seul, et ce, de manière plus efficace et plus économe. Il y a cette notion d'économie aussi de chaque membre de l'équipe qui est importante, puisque si on veut que l'équipe aille loin, il faut que chacun puisse se préserver, donc être productif tout en se préservant. Donc dans cette optique, eh bien, faire partie d'une équipe, ce n'est pas faire du copinage, c'est pas faire copain-copain. Il y a bien une histoire de performance. On fait une équipe pour réaliser quelque chose de mieux ensemble. Alors, lorsque vous regardez autour de vous, vous avez sûrement des exemples d'équipes qui ne fonctionnent pas.
d'équipes qui fonctionnent mal. Et dans la quasi-totalité des cas, si vous vous remémorez ces équipes, eh bien, vous pouvez y repérer au moins une personne qui pédale pour tout le monde. Souvent, cette personne est en sur-régime d'ailleurs. Et très souvent même, elle peut s'approcher du burn-out. Hein. Dans les équipes qui dysfonctionnent, on a souvent un ou plusieurs membres qui va fonctionner en sur-régime. Alors, ça concerne souvent des cadres intermédiaires ou des cadres supérieurs des grandes entreprises, mais pas seulement. On retrouve aussi ça dans des associations et dans des PME, en particulier au niveau des dirigeants, qui travaillent pour certains plus de 50 heures par semaine. Il y a des dirigeants qui travaillent plus de 50 heures par semaine. Et en fait, ils travaillent autant. Pourquoi? Bien parce qu'ils n'ont pas encore construit de véritable équipe. Si l'équipe fonctionnait, ils n'auraient pas besoin de fonctionner eux à la place de leur équipe. Alors, vous avez sûrement des exemples en tête, et c'est normal puisque il y a très peu d'équipes qui fonctionnent comme de vraies équipes. À ce titre, vous avez sans doute entendu parler de l'Institut Gallup qui remet à jour régulièrement son étude en entreprise sur l'engagement et des collaborateurs. Il y a 3 types de collaborateurs selon l'Institut Gallup. Il y a les salariés engagés, ceux qui sont non engagés et ceux qui sont complètement désengagés. Et je pense que ça peut être intéressant de s'attarder quelques instants sur ces 3 catégories de collaborateurs. Les salariés engagés sont hautement impliqués, enthousiastes vis-à-vis de leur travail et leur lieu de travail, et ce sont eux qui vont dépenser la plus grande partie de leur énergie pour faire avancer l'entreprise. À l'inverse, et je dirais à l'opposé, on a les salariés complètement désengagés qui sont eux, malheureux au travail et qui détruisent potentiellement le travail accompli par leurs collègues engagés. Et entre les deux, on a les salariés non engagés, un petit peu le ventre mou de l'entreprise. Alors, ils ne sont pas spécialement attachés à leur entreprise. Ils y accordent certes du temps, puisqu'ils sont là, ils sont présents, ils travaillent, mais en fait, ils y mettent ni énergie, ni passion. Alors, cette situation nous laisse déjà présager qu'il peut y avoir des difficultés qui se retrouvent dans la plupart des équipes ou dans la plupart des entreprises. Et si on regarde en Europe, eh bien, les statistiques ne nous encouragent pas non plus à avoir une vision optimiste, puisque même si la situation varie grandement d'un pays à l'autre, alors là, j'ai représenté que quelques pays, mais on voit déjà entre l'Italie et la Norvège, qui sont les 2 extrêmes représentés ici, on a des situations qui sont quand même relativement différentes. Et la situation est quand même pas très réjouissante, puisque seulement 12% des salariés sont identifiés, catégorisés comme engagés, alors que 15% sont complètement désengagés. La France se situe même en queue de peloton, avec 6% de personnes engagées, c'est-à-dire une personne sur 15 seulement, alors que 25% des collaborateurs se disent sont diagnostiqués comme étant complètement désengagés, c'est-à-dire qu'ils vont même travailler à l'encontre du développement ou de l'avancée de leur entreprise. Alors, ça fait 1 salarié sur 4 qui sape potentiellement le travail de ses collègues, ce qui est quand même assez énorme. Saper le travail de ses collègues et puis l'avancée de son entreprise ou de son organisation. Ça peut parler à certains. J'imagine que si vous passez en revue votre propre équipe sur une dizaine de personnes, vous en avez peut-être 2 ou 3 qui sont forcément sur la critique non constructive et qui vont à l'encontre du projet de l'entreprise. Alors les résultats méritent d'être ajustés en fonction de votre contexte à vous, que vous soyez en entreprise ou en association. Donc il faut prendre du recul par rapport à ces chiffres et par rapport à votre équipe. Il ne s'agit ici que de moyennes et de statistiques. Donc moi, ce que je peux vous inviter à faire, c'est de passer en revue votre propre équipe. Prenez une liste, notez sur une feuille l'ensemble de vos collaborateurs et posez-vous la question dans quelle catégorie vous pourriez les placer et combien de vos collaborateurs ou de vos collègues sont effectivement dans la catégorie complètement désengagée. Je pense que ça peut être un bon point de départ après pour voir comment vous pouvez aider ces collaborateurs ou ces membres d'équipe complètement désengagés à redevenir heureux au travail et à s'engager de nouveau pour l'entreprise. Parce que ici, le but, bien sûr, c'est pas de stigmatiser qui que ce soit,
c'est encore moins d'accuser qui que ce soit ou de désigner des coupables. Le but, c'est vraiment de faire un état des lieux de comment fonctionne l'équipe pour qu'après, on puisse envisager une amélioration de la situation. L'idée, bien sûr, c'est de développer de vraies équipes performantes et dans lesquelles chacun pourra s'épanouir et être performant tout en se préservant, comme on l'a déjà précisé en introduction. Alors ça passe d'ailleurs peut-être par la façon de voir le rôle du dirigeant. Le dirigeant, chef d'entreprise ou président d'association d'ailleurs. Et il peut y avoir deux options. Soit le dirigeant s'occupe de tout, il s'occupe de l'organisation, de son fonctionnement, des clients, des équipes, mais il vient un moment où il ne peut pas être partout. Il risque d'y laisser sa santé. Soit, deuxième option, il se consacre à l'équipe, et c'est ce qu'on représente ici sur le schéma. Le dirigeant s'occupe de l'équipe s'occupe des clients qui, à leur tour, aideront l'entreprise ou l'organisation, et l'organisation pourra apporter satisfaction aux dirigeants. Et je pense que c'est le seul moyen, chacun ayant son rôle, c'est le seul moyen de faire les choses efficaces sans que personne n'y laisse sa santé. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, il sera intéressant de noter au passage que la façon dont le dirigeant considère et traite son équipe aura des répercussions aussi sur la façon dont l'équipe considérera et traitera les clients. Lorsque les clients sont mal reçus dans une équipe, dans un magasin, dans une entreprise, c'est quand les clients sont mal reçus par l'équipe, on peut se poser des questions sur la façon dont l'équipe est reçue aussi par son dirigeant. Bon, c'est un sujet presque parallèle, on pourrait faire un autre webinaire là-dessus, mais je pense que l'idée mérite de rester dans nos esprits. Alors voilà, comment le dirigeant construit son équipe pour que l'équipe après puisse faire fonctionner tout le système? Eh bien, c'est là où on en arrive à nos 6 clés, pour construire une équipe qui gagne, et c'est celles qui nous permettront d'augmenter drastiquement la part des salariés engagés dans un groupe dans une équipe, dans un groupe de personnes, et surtout de voir ou de ne pas avoir des salariés complètement désengagés. Alors, première de ces 6 clés, eh bien, il s'agit du leadership. Et une équipe a non seulement besoin d'un leader, mais a besoin d'un leader avec un leadership fort. Si dans l'équipe, vos salariés ne vous rejoignent que pour des raisons financières, eh bien, ils vous quitteront pour les mêmes raisons. Il suffit que l'équipe d'à côté ou l'entreprise d'à côté paye un petit peu plus cher et puis vous verrez vos équipiers quitter le navire. Par contre, s'ils vous rejoignent pour une cause, pour un but suffisamment inspirant, qui a un sens aussi pour eux, eh bien, ils resteront dans votre équipe parce qu'il y aura justement quelque chose qui va au-delà de la rentabilité financière pour eux. Il faut bien sûr assurer un minimum en termes de revenus, bien sûr, mais ce n'est pas suffisant, et surtout avec les générations qui arrivent, eh bien, le sens qu'on porte à ce qu'on fait prend une dimension de plus en plus importante. Alors, le rôle en tant que leader, eh bien, c'est de partager cette cause, de partager votre cause, ce but, la vision que vous avez de votre action. Alors, si on prend l'exemple d'une association, la plupart du temps, les membres sont bénévoles, et la raison de leur engagement n'est pas une raison financière. Alors, sauf s'il s'agit d'une association ou d'un groupement professionnel dont le but est de développer son chiffre d'affaires, bien entendu. Mais ceci dit, même dans ces cas-là, il peut y avoir un but commun qui va au-delà de la raison financière. Donc, on va prendre le cas classique d'une association dont le but n'est pas de celui de générer du chiffre d'affaires, mais de réaliser une autre activité. Bien dans quelle optique, c'est justement ce qu'il faut déterminer. Parce que si le but de l'association est de venir en aide à une certaine partie de la population, que ce soit les enfants, les aînés ou des personnes en difficulté, ou quoi que ce soit d'autre, bon, ben là, le but, la vision, sont assez faciles à identifier. On sait qu'on rejoint cette association parce qu'on on va avoir un impact positif sur notre environnement social, sur la façon dont les enfants ou les aînés continuent à être intégrés socialement. Mais pour d'autres associations, comme les associations sportives ou des associations de loisirs, c'est pas forcément évident d'avoir un but au-delà de celui de pratiquer une activité. Et si on n'a pas de but qui va au-delà de pratiquer l'activité, que ce soit de la guitare,
du squash ou quelque activité que ce soit. Eh bien, si on n'a pas de but qui va au-delà de ça, eh bien, les membres viendront juste là pour justement pratiquer cette activité, pas plus. Donc, pas étonnant dans ce cadre-là qu'il soit difficile d'y trouver des volontaires pour aider et mettre la main à la pâte. Or, on sait qu'une association, il y a quand même pas mal de travail à faire et on a souvent besoin de volontaires pour venir filer un coup de main. Donc, dans une association, il est aussi essentiel d'identifier et de partager une vision commune, une vision qui soit inspirante, une vision qui parle aux membres d'ailleurs. Que ce soit devenir premier au niveau régional ou que ce soit remettre des jeunes sur la voie de l'intégration sociale ou quoi que ce soit d'autre. C'est le rôle du leader que d'inspirer et d'entraîner son équipe sur ce point. En entreprise, vous pouvez transposer d'ailleurs cette mécanique. Je pense que l'exemple de l'association est un bon exemple. Transposez ça en entreprise et demandez-vous si je n'avais que des bénévoles dans mon entreprise, pour quelles raisons suffisamment pérennes et inspirantes resterait-il avec moi? Je pense que l'association est vraiment un cas d'école pour l'entreprise. Imaginez que vos salariés ne soient pas des salariés, mais soient des bénévoles. Qu'est-ce qui les ferait rester pour travailler avec vous? Et c'est justement ce quelque chose là, c'est cette vision, cette cause, ce but qui pourrait être à l'origine eh bien, de ce que vous allez partager avec votre équipe, qui va aller au-delà d'une simple rémunération financière. Sur la partie leadership, on confond aussi souvent leader et acharné du travail. Un leader est celui qui doit donner l'exemple en montrant qu'il travaille beaucoup, et beaucoup de dirigeants justement considèrent eh bien qu'un bon leader doit travailler plus que son équipe, arriver avant l'équipe le matin, arriver avant elle, et puis partir après l'équipe le soir. Voilà, montrer qu'on est là vraiment à bosser d'arrache-pied, et ce faisant, on espère que l'équipe fera de même. Donc en gros, on court vers le burn-out tout seul, en espérant que tout le monde nous suive vers ce même burn-out. Je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure approche pour développer une équipe qui fonctionne. Pour moi, cette façon de voir les choses a deux conséquences négatives. La première, c'est que globalement, si c'est le leader qui est à l'origine de tout, la performance de l'équipe ne pourra jamais dépasser la performance du leader. La performance de l'équipe ne pourra jamais dépasser la performance du leader parce qu'il n'y aura pas de compétences qui vont aller au-delà de celles du leader. Le leader montre tout ce qui doit être fait, donc ce qui ne correspond pas à ce qu'a montré le leader, ça ne pourra pas être accepté dans l'entreprise. La deuxième conséquence négative, eh bien, c'est justement que le leader a toutes les chances de s'orienter vers un burn-out ou un épuisement professionnel, comme on dit en français. Or, on l'a vu, on a statué là-dessus en début d'introduction, la finalité de l'équipe, qui est de faire mieux que la somme des individus dans le respect de la préservation de chacun, n'est absolument pas atteinte dans cette situation. Donc, le leader ne se doit pas d'être l'expert ultra performant de tous les domaines de l'entreprise. Il doit inspirer, il doit entraîner, il doit aider son équipe à atteindre ou à réaliser une cause commune. Mais pour moi, c'est pas la même chose. Pour moi, c'est pas la même chose. Si on prend l'exemple des anciens navires à vapeur qui voyageaient de port en port, ces navires étaient mis en mouvement par une équipe engagée et souvent dirigée par un capitaine visionnaire. Alors, croyez-vous que le capitaine démarrait les moteurs, chargeait le charbon comme un frénétique pour montrer l'exemple, entre guillemets, ou restait à la pointe du bateau façon premier de cordée pour que son équipe reste derrière lui et le suive? Je pense pas. Je pense que le capitaine avait plutôt tout intérêt à prendre du recul et de la hauteur, se situer un peu en arrière par rapport à son équipe afin de s'assurer que celle-ci justement fonctionne comme une équipe performante. Et à mon sens, c'est ça le travail du leader. C'est celui de superviser, d'orchestrer et d'aider son équipe à réaliser ce qu'il a à réaliser. Parce que s'il fait le travail de son équipe à la place de son équipe, eh bien, il ne pourra pas faire le sien. C'est peut-être d'ailleurs un des éléments à revérifier ou à revalider en entreprise. Beaucoup de dirigeants réalisent le travail de leurs collaborateurs. Ce faisant, ça leur prive du temps nécessaire pour qu'eux réalisent leur propre travail. Et donc, c'est ça. Le leader doit s'assurer que son équipe met le navire en mouvement dans la bonne direction et ainsi pour atteindre bon port en temps et en heure. Alors, si on pousse l'analogie un peu plus loin et si on compare l'équipe à un moteur
16 cylindres, eh bien, pour que le moteur fonctionne à plein, il faut veiller à ce que le corps et le mental soient bons. Ça relève du travail du manager. Le manager veille ainsi aux conditions de travail adéquates pour les collaborateurs, et le manager s'assure qu'ils savent réaliser leurs tâches, qu'ils aient les compétences et les connaissances requises. Enfin, en gros, que la santé, c'est-à-dire le corps, et le savoir, c'est-à-dire le mental, eh bien, les deux soient au top. Mais en fait, tel qu'on le représente ici, ça représente que 6 cylindres sur 16. Les 10 autres cylindres reposent sur le cœur et l'esprit, c'est-à-dire la passion, les valeurs, l'ouverture et le savoir-être. C'est un facteur, ce sont des facteurs essentiels de la performance de l'équipe. Et ces cylindres, c'est le leader qui peut les mettre en action à travers le partage de sa vision, justement, la mobilisation de tous au service d'un sens commun. Donc on y revient, le leadership, à travers sa capacité à inspirer l'équipe, eh bien, le leadership est ce qui fait fonctionner l'équipe à 16 sur 16, à 100% de ses performances, au lieu de 6 sur 16. Alors, voilà la première clé, le leadership. Maintenant, j'aimerais prendre un petit peu de recul, ou que vous preniez un petit peu de recul par rapport à votre propre situation. Quelle est la force de votre vision, de votre cause, telle que vous l'avez partagée, telle que vous la partagez dans votre organisation? Est-ce que cette vision que vous avez partagée, est-ce qu'elle rallie les personnes qui croient en cette même cause? Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour renforcer cette vision? Et y a-t-il aussi d'autres leaders qui soutiennent et qui portent cette vision avec vous? Parce que c'est important de partager. Aussi, le leadership dans l'entreprise, ce n'est pas que du seul ressort du dirigeant. Donc voilà un certain nombre de points sur lesquels bien, vous pourrez aussi conduire un plan d'amélioration continue. Parce qu'une fois que la vision à long terme est définie, eh bien, il devient plus facile de définir ou de clarifier la clé numéro 2, qui est l'objectif commun. Alors la différence entre la vision ou la cause qu'on vient de voir et l'objectif, eh bien, c'est que l'objectif possède une dimension concrète. Et en plus, l'objectif est souvent situé sur une échelle de temps, et à une échéance d'ailleurs relativement courte, que ce soit en jours, en semaines ou en mois, ça reste relativement court. À l'inverse, la vision n'est théoriquement pas limitée dans le temps. On a une vision pour le futur, mais c'est un futur lointain, qui pourrait éventuellement se chiffrer plutôt en années, voire en dizaines d'années, si tant est que d'ailleurs notre idéal soit accessible, mais ce n'est pas le but de la vision. L'objectif, lui, est vraiment concret et fixé sur une limite de temps. On va prendre un exemple. Si la vision porte sur l'esthétique d'un environnement architectural, on est architecte, et puis notre vision, c'est de transformer l'architecture, l'environnement architectural des bâtiments pour aller toujours vers du plus beau. Eh bien, en fait, il est fort probable qu'il soit possible de toujours améliorer l'esthétique des bâtiments. Donc, c'est une vision qui est à long terme et qui n'a pas d'échéance fixe. Par contre, en parallèle, on peut avoir un objectif concret qui pourrait être, par exemple, de gagner un prix architectural. Donc, voilà, il existe un certain nombre de prix en architecture, prix du développement durable ou prix de l'esthétique, où il y en a un certain nombre, et il est toujours possible de définir des objectifs en parallèle de sa vision à long terme. Et d'ailleurs, je pense que pour aller plus loin dans le sens de la vision, eh bien, il est intéressant, voire nécessaire, de fixer plusieurs objectifs qui représenteraient en quelque sorte les jalons de l'activité sur la route qui nous mène à la vision. Et vous connaissez le principe des objectifs SMART. Eh bien, SMART étant l'acronyme pour spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et défini dans le temps. Eh bien, on retrouve là des éléments qui nous permettent d'en définir la dimension concrète de notre objectif. La dimension concrète se retrouve en particulier dans ce qui est spécifique et mesurable. Si l'objectif est mesurable et qu'il est bien spécifiquement clarifié, il devient plus concret. La notion ambitieux et réaliste a un impact fort, elle, sur la motivation de l'équipe. Si l'objectif n'est pas ambitieux ou n'est pas réaliste, l'équipe sera démotivée, ne sera pas mobilisée pour atteindre l'objectif. L'objectif, sans cette notion de temps également, qui est le dernier aspect, le dernier axe, eh bien, peut se transformer en vœu pieux sans jamais être réalisé. Donc vérifiez que tous vos objectifs, les vôtres et ceux de vos équipes, remplissent aussi tous ces critères SMART.
Alors, j'ai parlé d'objectifs, mais ce n'est pas suffisant, parce qu'il s'agit aussi de parler d'objectifs communs. Il s'agit des cyclés d'une équipe gagnante. Et l'objectif commun implique qu'il y a plusieurs personnes, justement, dans l'objectif. Et pour qu'un objectif soit pertinent et efficace, on me dit qu'une partie de ma présentation est masquée. Alors, je vais voir comment démasquer la présentation. Voilà. Je ne sais pas si c'est mieux parce que... Hop, je vais le mettre là. C'est OK sur ce slide. Super. Merci Mathilde. Voilà. Alors voilà, je parlais d'objectifs communs. L'objectif commun implique plusieurs personnes et si on veut qu'il soit pertinent, eh bien, il va être important de se placer dans une posture gagnant-gagnant. Il faut que l'objectif soit à la fois gagnant pour l'organisation, pour le dirigeant et pour son équipe. Et pour définir un objectif gagnant-gagnant, eh bien, le dirigeant doit se situer au même niveau de respect positif pour lui et pour son équipe. Alors, on peut imaginer ce que serait une position où le dirigeant ne respecte ni son équipe ni lui-même. On peut imaginer par exemple un dirigeant qui dit à son équipe nous sommes tous nuls, nous n'y arriverons pas, c'est sûrement de ma faute, bon, mais ensemble, en fait, on n'arrive pas à performer. Voilà, un dirigeant qui vous dit ça, quel impact pensez-vous que ça aura sur l'équipe? Eh bien, désastreux, bien évidemment. C'est en plus un type d'approche manipulatoire parce que sous couvert de c'est sûrement de ma faute, on essaye de faire croire qu'on a notre part de responsabilité, mais le sous-entendu, c'est que quand même l'équipe est nulle. Ça fait plonger bien sûr l'équipe vers le bas. Personne ne veut rejoindre une organisation comme ça ou un manager comme ça. Donc pour être en position gagnant-gagnant, eh bien, le dirigeant par exemple pourrait dire nous n'avons pas atteint notre objectif, je vous propose de redéfinir cet objectif, d'analyser ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait, d'en tirer les conséquences et d'ajuster notre plan d'action sur la prochaine période. Voilà, en déplaçant le débat sur ce qui doit être fait au lieu d'être sur la personne, eh bien, le dirigeant prend sa part de responsabilité et remobilise l'équipe. Donc par rapport à cet objectif commun, l'idée c'est de se placer non pas sur le côté perdant-perdant, mais bien sur le côté gagnant-gagnant, en sachant que si on se dévalorise au bénéfice de son interlocuteur, on est en perdant-gagnant, ça nous mène pas bien loin non plus. Et puis si on se survalorise en dénigrant son interlocuteur sur un management autoritaire et dégradant, eh bien on va pas bien loin non plus. Donc vraiment la position à adopter est celle du gagnant-gagnant. Et une fois cet objectif commun ou ces objectifs communs définis, eh bien, on peut avancer vers la suite. Alors pour vous, est-ce que vous avez défini des objectifs communs? Sont-ils SMART? Est-ce qu'ils vous permettront d'ailleurs de réaliser la vision et la cause commune? C'est-à-dire que chaque objectif doit vous rapprocher de cette vision. Et vos objectifs vous placent-ils, vous et votre équipe, en position de gagnant-gagnant? Voilà des questions sur lesquelles je vous laisserai réfléchir. Ce qui nous permettra par la suite de passer à la clé numéro 3, les règles du jeu. Aucune équipe ne peut fonctionner efficacement et ni performer si les règles du jeu ne sont pas claires et aussi si les règles du jeu ne sont pas respectées. Dans l'entreprise, d'ailleurs, il peut y avoir deux types de règles du jeu, les règles formelles, mais aussi les règles informelles. Alors, il est plus facile de clarifier les règles formelles, mais les deux sont importantes. Alors, les premières portent sur que peut-on faire dans cette entreprise et comment peut-on le faire. Alors, par exemple, qui peut acheter quoi, jusqu'à quel montant, comment sont décidées les vacances. Voilà, est-ce que les vacances sont autorisées d'office? Est-ce qu'il faut faire des demandes bien en avance? Comment c'est géré? Qui peut utiliser les voitures d'entreprise. Voilà, donc il y a un certain nombre de points très très pratiques, mais qu'il faut définir. Comment sont gérés les horaires? Que se passe-t-il en cas de retard? Quel type de sanctions seront appliquées en cas de faute, etc., etc. Donc tout doit être clair, tout doit être annoncé. Sinon, eh bien, c'est la porte ouverte aux incompréhensions. Et si vous avez des incompréhensions, mais vous aurez rapidement un sentiment d'injustice ou d'arbitraire, et avec lui vient la fin de la cohésion et de la performance de l'équipe. Donc les règles formelles sont extrêmement importantes
et facile aussi à clarifier. Alors, en parallèle, on a des règles informelles qui portent sur la culture de l'organisation, sur ses valeurs, sur les comportements attendus. Et ces règles informelles doivent être définies également. Sinon, ça va être l'équipe ou chacun dans l'équipe qui va définir ses propres valeurs et qui va définir comment elles doivent être appliquées. Et on perd la cohésion de l'équipe. Donc, il faut définir tout ça. Il faut définir des valeurs et une culture d'entreprise, la formaliser. Et ça se formalise justement à travers une charte d'entreprise. Et quand vous aurez clarifié ces règles du jeu, en fait, vous vous apercevrez que vous allez aussi ou que vous aurez clarifié vos propres attentes. Et en particulier à partir des standards de fonctionnement, c'est-à-dire quel est le niveau de qualité minimum que vous attendez de votre équipe. Et vous verrez que vous montrez ce niveau d'exigence à l'égard de la qualité des standards de fonctionnement. Et ce faisant, bien, quand on élève le niveau d'exigence, eh bien, vous verrez que certains veulent quitter le navire. Et à ce stade, eh bien, je dirais, si quelqu'un part, tant mieux, parce qu'il trouvera sans doute une situation plus adaptée pour lui. Et pour vous, entre-temps, eh bien, vous aurez l'occasion d'améliorer vos qualités, vos compétences de manager et de leader. Et donc, vous serez devenu un meilleur dirigeant. Donc, laissez partir ceux qui ne sont pas en phase avec vos règles du jeu. Alors, dans votre organisation, est-ce que vous avez bien défini toutes les règles du jeu? Est-ce qu'elles sont vues, connues, comprises et acceptées de tous? Et est-ce qu'elles sont respectées et vécues? Est-ce qu'on fait vivre ces règles du jeu au quotidien? Et enfin, est-ce qu'elles sont pertinentes? Est-ce qu'elles vous aident à faire fonctionner l'organisation dans le sens souhaité, vers là où vous voulez conduire l'organisation? Une fois que vous aurez clarifié tout ça, et ça peut être aussi l'objet d'une amélioration continue, bien, vous pourrez passer à la quatrième clé, celle qui porte sur le plan d'action. Et c'est là que se déploie la stratégie de l'organisation, le qui fait quoi, le quand, le comment. Parce que vous savez que dans l'entreprise, à peu près 80% des tâches sont répétitives ou routinières, c'est-à-dire qu'elles se répètent dans l'activité ou dans l'entreprise, et vous gagnerez largement en efficacité lorsque vous mettrez en place des procédures pour ne pas avoir à réinventer l'eau chaude, hein, en quelque sorte. Ne réfléchissez pas à comment faire les choses répétitives à chaque fois qu'elles se présentent à vous. Ayez un système qui vous permette de le faire de manière plus efficace. Et ce faisant, vous pourrez garder votre cerveau ou ceux de vos équipes pour gérer l'inhabituel et pour améliorer les procédures, les scripts et les systèmes, justement. Alors, mettre en place des systèmes de travail suppose de définir les rôles et les responsabilités de chacun dans l'organisation, dans l'entreprise, dans l'association, et aussi de préciser la place de chacun dans l'organigramme. L'organigramme fait partie du plan d'action. Et après, vous pourrez planifier en partant du long terme pour arriver au court terme, du plan à 3 ans au plan à 3 mois, puis l'agenda hebdomadaire. L'importance de la planification trimestrielle, d'ailleurs, est hautement stratégique, parce que la période est suffisamment courte pour que les conditions externes ou même internes ne soient pas bouleversées. 3 mois, ça laisse la possibilité à tout ce qui nous entoure de rester relativement stable, et c'est cette stabilité qui est nécessaire à une certaine efficacité. En parallèle, la période est aussi suffisamment longue pour avoir une portée de fond sur l'organisation. On n'est pas à gérer des incendies ou à éteindre des incendies au jour le jour. On travaille sur une échelle de temps qui commence à être intéressante pour son impact sur le fond et sur ce qui touche au cœur de l'entreprise et de son développement. Et la planification permet de se poser et de se réfléchir, et elle est essentielle pour les petites organisations qui veulent se développer, mais elle est encore plus essentielle pour les grandes organisations, puisque dans les grandes organisations, il y a de plus en plus besoin de se poser, de faire le bilan et de réfléchir. Alors, dans votre organisation à vous, est-ce que l'organigramme, les fiches de poste sont à jour? Est-ce qu'elles sont suffisamment pertinentes pour vous servir d'outils de management? Donc, il est important de savoir si vos fiches de poste en particulier vous permettent, vous sont utiles dans le management quasiment au quotidien. Si ce n'est pas le cas, c'est que sans doute vos fiches de poste pourraient être faites différemment. Voilà, avez-vous formalisé vos systèmes de travail? Avez-vous des scripts? Et passez-vous suffisamment de temps en planification stratégique? Donc voilà de quoi travailler sur cette clé numéro 4.
avant de passer à la 5e clé, qui porte sur la prise de risque. Je dirais même sur la nécessaire prise de risque. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que faire des choses différemment nous expose à l'erreur. On réussit rarement quelque chose que l'on fait pour la première fois, surtout si on n'a vu personne le faire avant nous. Et donc, eh bien, essayer quelque chose de nouveau représente une prise de risque. Or, pour qu'une équipe gagne, eh bien, elle a besoin de s'améliorer en permanence. Elle a donc besoin de prendre des risques. Alors, il ne faut pas confondre à ce stade les risques, les erreurs et la faute. La faute, c'est quasiment une action consciente qui va contre un résultat attendu ou contre une règle du jeu établie. Ça, c'est une faute. Une même erreur répétée identiquement plusieurs fois, ça devient une faute, parce qu'une fois qu'on a fait une erreur une ou deux fois, on sait que ça ne nous donne pas le résultat escompté. Donc si on le reproduit continuellement, c'est que là, on est en faute, on a conscience de ce qu'on est en train de faire. Donc il faut favoriser les erreurs, qui représentent les opportunités d'essayer quelque chose de nouveau, mais il faut proscrire, bien sûr, interdire les fautes. Et c'est en favorisant les erreurs qu'on va pouvoir favoriser l'autonomie et renforcer l'autonomie de nos équipes. Alors, dans votre organisation, est-ce que vous encouragez la prise de risque? Comment vous le faites? Quelle est votre attitude à l'égard des erreurs de votre équipe? Est-ce que vous les accueillez avec encouragement, avec bienveillance, avec patience, avec un énervement non camouflé? Voilà, la façon dont vous allez accueillir les erreurs va aussi avoir un impact sur la prise d'initiative et l'autonomie des équipes. Et du coup, en termes d'autonomie, comment faites-vous pour améliorer l'autonomie de votre équipe au quotidien? Donc, en lien avec, bien sûr, la clé numéro 5, la prise de risque. Et sur ces 5 premières clés, donc leadership fort, des objectifs communs, des règles du jeu, un plan d'action et des prises de risque, eh bien, il ne vous reste plus qu'à mettre de l'huile dans les rouages, pour ainsi dire, pour que l'équipe fonctionne comme une vraie équipe. Et cette huile, c'est la communication. Alors, ça nous amène à la 6e clé, qui porte sur l'inclusion et l'implication totale, l'implication de tous dans l'équipe. Il suffit que quelqu'un reste sur le banc de touche pour que ça ait un impact négatif sur le fonctionnement de l'équipe. Donc, il faut viser en tant que dirigeant une implication totale. Alors, la première chose, c'est déjà de responsabiliser chacun et de faire comprendre à chacun bien qu'il est responsable de son engagement à 100%. C'est chacun qui va décider de s'impliquer dans l'équipe et c'est de sa responsabilité. L'inclusion est de la responsabilité du dirigeant d'équipe, du chef d'équipe, du responsable de service auprès de son équipe, etc. Ça, c'est sa responsabilité, c'est d'inclure tout le monde dans les prises de décision, dans les moments de réflexion. L'implication est individuelle, l'inclusion est liée au responsable d'équipe. Parce que c'est souvent en fait celui qui n'est pas inclus dans une prise de décision collective, eh bien c'est celui-là qui va saboter le projet en arrière-plan. Donc du coup, il faut vraiment inclure toutes les parties prenantes si vous voulez qu'une décision porte ses fruits. Et la deuxième raison aussi, c'est que c'est peut-être la personne qui s'est pas exprimée, qui n'a pas parlé, et qui a peut-être la meilleure idée pour la problématique qui nous concerne. Vous savez très bien que dans un groupe de personnes, au cours d'une réunion, eh bien, on entend parler souvent les mêmes personnes, les plus extravertis. Ceux-ci peuvent monopoliser les temps de parole et laissant dans l'ombre les plus introvertis qui, eux, pendant ce temps, continuent à réfléchir et ont même peut-être une réponse pertinente à proposer, si tant est qu'on leur demande. Si on leur demande pas, on connaîtra jamais cette réponse. Donc, faites en sorte de leur demander et d'inclure tout le monde dans les prises de décision. Et pour faciliter l'inclusion ou l'implication et la cohésion de l'équipe, eh bien, vous veillerez aussi à mettre en place des rituels ou à favoriser des rituels. Alors, les rituels sont ces traditions spécifiques à l'entreprise. On change d'entreprise, on n'a pas forcément et pratiquement jamais les mêmes rituels. C'est vraiment spécifique à l'entreprise et ça va avec sa culture. Et les rituels ont ceci qu'ils sont partagés par l'équipe et ils deviennent même fédérateurs. C'est-à-dire que si on ne réalise pas un rituel, eh bien, il manque quelque chose à l'équipe et un nouveau venu dans une équipe sait que c'est un rituel dès lors qu'il est surpris de la façon de faire parce qu'il n'avait pas connu ça dans une autre entreprise ou dans une autre expérience. Alors, il y a des rituels spontanés, comme le café du matin ou les anniversaires, mais vous pouvez aussi, vous, en introduire d'autres. Et le but sera de mettre en place des rituels qui favorisent toujours la communication.
Alors, dans votre organisation, comment vous assurez-vous que tout le monde soit inclus et s'implique? Et quels sont les rituels qui sont mis en œuvre par l'équipe? Et qu'est-ce que vous devez améliorer pour améliorer la communication, l'implication et l'inclusion de tous dans l'équipe? Voilà quelques questions sur lesquelles nous pourrions conclure ce webinaire, puisque nous en arrivons au terme. Alors, vous connaissez maintenant les 6 clés pour construire une équipe qui gagne. Ces clés fonctionnent, elles sont même imparables, et pour beaucoup d'entre elles, elles demandent aux dirigeants d'ailleurs de renforcer ses propres compétences. Alors, j'ai déjà entendu parfois l'expression « on a l'équipe qu'on mérite ». Je pense que c'est particulièrement vrai. Et pour développer une équipe de rêve, eh bien, il faut commencer par le début, soi-même. Donc, si vous voulez développer vos équipes de rêve, eh bien, commencez par vous. Construisez-vous, puis construisez votre équipe. Et en fait, c'est l'équipe après qui construira votre entreprise. Voici, ce sera le mot de la fin pour ce webinaire. Si des questions et réponses apparaissent, je pourrai essayer d'y répondre en live. Ce webinaire sera mis aussi en diffusion. Je vous enverrai un lien pour pouvoir le consulter, le reconsulter. Si vous avez aussi des questions que vous n'avez pas eu le temps ou la possibilité de poser là en direct, eh bien vous pouvez le faire par mail en me contactant directement à jbeto@zenessor.fr. Alors, je vois, tac, voilà, quelques commentaires. Bien, bonjour et merci, bravo, merci Jimmy. Une présentation claire et instructive, merci beaucoup. Bon, ben, merci à tous pour ces commentaires. Merci pour votre participation. Je vous dis à très bientôt et je reste à votre disposition par mail ou par téléphone. Et je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir.